Donc Dominique Thiebaud, je suis effectivement président du GAL du Pays de Langres. Donc je suis élu, donc vice-président de la communauté de communes du Grand Langres. Donc la présentation va être faite aussi également avec donc Guy Durantet, qui lui est issu donc de la société civile, donc qui est un ancien élu aussi. C'est aussi la particularité de notre territoire et ce qui fait que le lien entre la partie élue et la partie société civile est forte, puisque comme l'a dit en introduction Monsieur Aubert, notre territoire corrobore ce qu'il a dit, puisqu'on a un territoire très grand, très peu d'habitants, une population au mètre carré très faible, j'ai plus les chiffres, mais 21 habitants au mètre carré, donc au kilomètre carré, pardon. Ça suit quand même, c'est bon. Donc, effectivement, donc, ça corrobore ce qu'il venait de dire, et ce qui fait que par rapport à notre pays et la gouvernance qu'il en est issu, tous les gens qui en font partie sont soit élus parce qu'ils étaient dans les associations avant et ils s'étaient impliqués pour le territoire, ou c'est des anciens élus qui sont maintenant dans les associations parce qu'ils tiennent à ce que le territoire se développe. Donc effectivement, comme notre monde est petit, on fait tous en sorte de développer nos territoires donc, dans tous ces domaines. Donc, il nous accompagne également pour cette présentation. Donc Yves Doucet, qui est aussi notre mémoire de leader, puisque on est dans l'aventure de leader depuis 25 ans également, depuis sa création. Et je crois que Bélier, depuis 25 ans. Donc c'est notre histoire, c'est notre historien, c'est notre mémoire. Donc, et il est président du Conseil de développement territorial du Pays de Langres. Donc institution qu'on a voulu aussi comme pilier de notre, comme pilier de notre GAL. Je vous fais une présentation très rapide. Alors, moi, je suis Élise Bourgueil, je suis la chargée de mission leader au GAL du Pays de Langres. Donc, pour vous situer le Pays de Langres fait partie intégrante de la région Grand Est, département de la Haute-Marne. On est à une trentaine de minutes de Dijon. Territoire rural de 48 000 habitants, avec effectivement une très faible densité de population, puisque sur certains secteurs du territoire, on est à 4 habitants au kilomètre carré. 168 communes qui sont regroupées aujourd'hui en 6 communautés de communes et on se dirige vers 3 communautés de communes à partir du 1er janvier 2017. Donc maintenant, on va vous faire un petit peu l'historique de leader sur le territoire du Pays de Langres. Oui, il se trouve qu'à la fin des années 80, début des années 90, quelques Gaulois de l'ouest du territoire, du sud-ouest du territoire, à la fois élus et membres de la société civile, et en particulier du secteur associatif, qui est assez important sur ce territoire, commencent à se rendre compte que ce territoire était en train de mourir et qu'il fallait sans doute qu'on essaie de faire quelque chose pour essayer de le revitaliser. Alors, sur cette partie ouest, il y avait une association de développement qui s'était créée à la fin des années 80 et qui a décidé de répondre au premier appel leader de 91. Bon, il se trouve qu'à cette époque, on était sans doute mal préparé et notre dossier n'a pas été retenu. Ce qui a eu, je crois, des conséquences positives parce qu'on s'est beaucoup interrogé sur notre échec et on a décidé à ce moment-là, je crois, 2 choses importantes. La première, c'était de se professionnaliser, aussi bien élus que société civile, sur la thématique du développement local. Et puis, c'était aussi, sans doute, de travailler à l'élargissement du territoire en question dont je parlais tout à l'heure. Parce que ce territoire, ça regroupait une 60aine de communes et ça représentait un peu plus de 8000 habitants. Donc voilà l'histoire. Donc formation au développement local. Avec, à ce moment-là, on a essayé avec nos réseaux de trouver quelqu'un qui pouvait nous aider. Cette formation action a duré pratiquement 1 an et on avait trouvé une personne que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Maurice Alfred, qui était à l'époque un gourou rhône-alpin du développement local et qui est venu essayer de nous expliquer ce qu'était la stratégie de développement. Alors, ce travail a débouché à ce moment-là sur deux projets de territoire. Un projet de territoire
Tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que cette formation était adressée à la fois aux élus, aux membres de la société civile, associatifs, non associatifs, et intéressait tout ce qui est aujourd'hui le Pays de Langres, c'est-à-dire l'arrondissement en clair, hein, l'arrondissement de Langres qui représente aujourd'hui, Elise vous l'a dit, 48 000 habitants. Donc, cette formation action a débouché sur 2 projets, un projet ouest du territoire et un projet est du territoire. Dans le projet ouest, il y avait la ville de Langres avec nous dans le projet ouest. Dans le projet est, regroupait, pour ceux qui connaissent, en particulier FEIBio, ville de la vannerie, et Bourbonne avec ses thermes, l'eau. Donc tout de suite, ce territoire s'est appelé Eau et Osier. On verra après que ça a une incidence sur la suite. Donc, 92, donc cette formation, et à partir des 2 projets de territoire élaborés, on répond au 2e appel leader en 1994, donc leader 2. On est retenu. Et pour monter cette opération, on avait créé donc 3 GAL. Donc le GAL Eau et Osier à l'ouest, un GAL à l'est, au sud, un GAL à l'est Eau et Osier, un GAL au sud-ouest, et puis un GAL autour de la ville de Langres, la ruralité autour de la ville de Langres. Donc on mène ce projet et on décide assez rapidement de se dire il y a peut-être intérêt à fusionner les 3 GAL en question. Donc on fusionne les 3 GAL et on crée donc l'association du Pays de Langres en 1999 et pratiquement en parallèle le Conseil de développement local de l'époque. Alors, Conseil de développement local qui à ce moment-là regroupait beaucoup d'associatifs, mais aussi des élus. Il y avait aussi des élus qui se sentaient plus proches du développement et qui intégraient le Conseil de développement. Donc cette structure, Conseil de développement, avec les élus locaux, décide de travailler à l'élaboration d'une charte de territoire, de pays, pour la charte d'une durée de 10 ans sur la période 2003-2013. Et en même temps, on s'appuie sur ce projet de territoire pour répondre donc à l'appel à projet Leader Plus, donc de la période 2000-2006. Donc avec déjà à l'époque un comité de programmation, mais Elise y reviendra sans doute tout à l'heure, elle vous expliquera comment on avait constitué ce comité de programmation, qui donnera naissance ensuite au comité de programmation suivant, mais au fil du temps, il y a eu une légère évolution du comité de programmation. Donc voilà, rapidement résumé l'histoire, je vais vite, je caricature, mais vu le temps qui nous est imparti, ce que je peux ajouter quand même, c'est que ce déroulement historique n'a pas été toujours un long fleuve tranquille, hein, faut que vous l'imaginiez. Ça a été un peu compliqué de temps en temps, mais bon, je crois pouvoir dire aujourd'hui que l'incidence du premier programme Leader auquel on a participé, Leader 2, a pesé lourd après dans la construction des politiques de développement local du territoire. Je crois que ça, c'est important. Et je crois que le premier programme Leader a été très largement le prémisse et le père de nos projets de territoire successifs. Voilà, je repasse la parole. Donc du coup, une réussite à l'appel à candidature Leader 2, une réussite à l'appel à candidature Leader Plus, ensuite la période 2007-2013 où là aussi le territoire est retenu pour porter un programme. Dans cette période de programmation, on a connu, comme tous les territoires, une organisation territoriale qui a évolué avec des fusions de communautés de communes. En 2013, on est passé de 12 à 6 communautés de communes. On avait également sur le territoire 2 syndicats d'aménagement, un syndicat d'aménagement touristique, un syndicat d'aménagement économique. Donc ces 2 syndicats ont fusionné au 1er janvier 2015.
et ont ensuite fusionné avec l'association du Pays de Langres au 1er janvier 2016 pour ne former plus qu'une seule structure. Et les élus et la société civile ont souhaité mettre en place un PETR, porteur du SCOT et porteur du programme Leader 2014-2020. Donc nous avons ensuite répondu à l'appel à projet Leader 2014-2020 et le territoire a été sélectionné. Donc là, pour résumer un peu les différentes périodes de programmation et l'évolution des stratégies locales sur le territoire du Pays de Langres, on voit que dans les fins des années 90, on était plutôt sur le territoire dans une phase études, financer des études avec le programme Leader 2. Ce qui a été soulevé tout à l'heure par Yves Doucet, c'est que ce programme Leader 2 a quand même permis la pratique du partenariat, a permis la pratique de diagnostic de territoire, l'élaboration de stratégies pluriannuelles et d'avoir recours à de l'ingénierie de projet. Ensuite, de 2003 à 2006, on était plutôt sur une phase aménagement, avec un projet de territoire orienté autour d'équipements du développement exogène, et un programme Leader Plus qui soutenait également l'investissement, mais plutôt orienté sur la réhabilitation du patrimoine. Il y a eu un temps d'évaluation à la fin de ce programme Leader Plus qui a mis en avant que le territoire avait réalisé trop d'aménagements, trop de béton. Et donc le projet de territoire 2007-2013 a été orienté autour du triptyque service, économie, habitat et du développement endogène. Et là, on a articulé la candidature Leader 2007-2013 autour de ce projet de territoire pour vraiment créer l'effet levier de Leader par rapport au projet de territoire. Et le programme Leader a été orienté sur des dépenses de fonctionnement de l'immatériel. L'investissement était inéligible à Leader. 2014-2020, on passe d'une phase de développement à une phase développement et mise en réseau des acteurs, parce que les acteurs du territoire souhaitent aller plus loin à travers la mise en place de ces stratégies, avec un projet de territoire articulé autour du tourisme, de l'économie endogène, des ressources locales, du développement durable. Et là aussi, un programme Leader qui a été pensé comme un effet levier de la stratégie du projet de territoire et qui est ciblé autour de l'innovation sociale. Donc à nouveau, les dépenses d'investissement sont rendues inéligibles à Leader et on finance du fonctionnement, de l'immatériel, des expérimentations, du droit à l'erreur. On financera, oui, peut-être un jour si Leader démarre. Donc, du coup, on en est arrivé à avoir une parfaite unité géographique entre le périmètre de l'association, enfin, Association du Pays de Langres à l'époque et PETR aujourd'hui, et du GAL. On a un projet politique qui est commun. On a une imbrication parfaite des stratégies entre le projet de territoire et les programmes Leader, avec une complémentarité également au niveau des dispositifs financiers, puisque les contractualisations que l'on capte à travers le projet de territoire sont orientées sur les dépenses d'investissement et Leader orientées sur les dépenses de fonctionnement. Bon, on a des dates d'échéance communes pour les dispositifs, mais ça, c'est pas de notre ressort, mais ça tombe bien. Des acteurs communs que l'on retrouve dans toutes les instances, donc élus et société civile. Et puis, on a donc une évaluation indissociable de nos dispositifs. Quand on mène l'évaluation du projet de territoire, on mène l'évaluation du programme Leader. On en parlait tout à l'heure, la place du conseil de développement, donc, qui a toujours été reconnu sur le territoire du Pays de Langres depuis la création de l'association dans les années 2000. À l'époque de l'association du Pays de Langres, le conseil de développement avait voix délibérative dans les instances de l'association. Toutes les thématiques étaient pilotées en binôme avec un référent élu, un référent société civile. Tous les groupes de travail étaient mixtes et l'évaluation était déléguée. L'évaluation du projet de territoire et des programmes Leader était déléguée au conseil de développement. Ce qui a amené les acteurs en fait, à se diriger vers un PETR, un syndicat mixte PETR. Et puis la volonté de constituer donc, le groupe d'action locale 2014-2020 autour du conseil de développement, puisque les membres du collège privé du comité de programmation sont tous membres du conseil de développement. Donc un conseil de développement qui s'est restructuré en 2014 autour de 4 collèges. Donc on retrouve les associations, les entreprises, les syndicats, les habitants. Et il n'y a plus d'élus au sein du conseil de développement.
On vous l'a présenté tout à l'heure, un pilotage du programme Leader à 2 têtes, avec un président élu et un président représentant de la société civile. Et puis une volonté au niveau local de traduire certains principes Leader, notamment au niveau du projet de territoire, par rapport à la sélection des projets, l'outil de grille de sélection, le fait d'avoir un avis du conseil de développement sur les projets qui pourraient être soutenus par le biais de contractualisation financière que l'on capte via le projet de territoire. La venue des porteurs de projets, ce sont des choses qu'on applique pour Leader et les acteurs s'interrogent au fait d'appliquer également ces pratiques pour les projets qui émergent au projet de territoire. Les principaux apports de Leader, donc, c'est une structuration du périmètre. Du passage, on est passé de 3 GAL à 1 GAL et à une association de pays. Ça a amené sur le territoire une vision stratégique du développement local avec toutes les évolutions que je vous ai montrées depuis le milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui. La volonté d'élaborer ces stratégies de développement de façon imbriquée. Une mobilisation importante des acteurs privés. Aujourd'hui, on arrive sur le territoire à dédier une place à l'innovation sociale puisque notre programme Leader 2014-2020, sa priorité ciblée, c'est l'innovation sociale. Et donc, les élus ont accepté, valider cette stratégie en se disant OK, on financera de l'expérimentation, on financera du droit à l'erreur. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent ne pas marcher et on accepte de financer ces projets-là. Et puis ça a aussi permis Leader une prise de conscience sur la place de l'évaluation au sein de ces dispositifs, puisque je pense que c'est Leader qui a permis de déployer cette pratique-là sur le territoire, qui n'était pas forcément ancrée au démarrage, et qui maintenant occupe une place importante, que ce soit dans le projet de territoire ou dans Leader. Merci. Merci beaucoup. Donc, juste un petit mot pour compléter l'évaluation. Effectivement, sur le premier programme, le programme précédent, l'évaluation a été faite en fin de programme. On s'est aperçu que c'était un peu compliqué. Et aujourd'hui, on a décidé de la faire au fur et à mesure de l'évolution. Alors, ça a été dit en boutade tout à l'heure, mais c'est vrai, on aimerait bien que ça démarre. C'est vrai qu'on voudrait bien financer des projets, mais on voudrait bien, je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, bien évidemment, mais tout à l'heure, en introduction, Madame Berrier-Soliac l'a dit, le centralisme régional fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous bloqués, on a du mal de démarrer. Donc, c'est effectivement des points de vigilance qu'il faut qu'on surveille pour faire évoluer. Et aussi, cette bureaucratie qui nous tombe dessus, qu'il faut qu'on fasse bouger pour pouvoir démarrer nos programmes 2014-2020.